Et si je vous disais qu'il existe une graine qui contient plus de protéines que le bœuf? Elle prospère dans une chaleur qui réduit le maïs en poussière. Elle pousse avec presque pas d'eau. Et pendant 5000 ans, elle fut le moteur des civilisations dans les déserts les plus chauds de la terre. Puis en moins d'un siècle, nous l'avons effacée. Nous l'avons remplacée par des cultures plus faibles, avons enterré son nom et l'avons laissé disparaître de nos champs. Mais sous la terre, quelque chose attendait. Elle n'est pas morte, elle a dormi. C'est l'histoire de la culture que nous avons abandonnée juste avant d'en avoir le plus besoin. Avant d'ouvrir cette chambre forte, si ces histoires vous tiennent à cœur, la meilleure façon de préserver cette sagesse est simple. Abonnez-vous, activez la cloche et partagez ces chambres fortes avec ceux qui ont besoin de se souvenir de ce que nous avons oublié. Les archives s'ouvrent dans la vallée de Tahahuacan, au Mexique, un site archéologique daté de 500 avant Jésus-Christ. À l'intérieur d'anciens silos de stockage, les chercheurs ont trouvé des graines parfaitement conservées pendant 2500 ans. Mais l'histoire remonte encore plus loin. Une analyse génétique en 2021 a révélé que cette graine a été domestiquée il y a 5000 ans lors d'un événement unique et brillant dans le désert de Sonora. Les personnes qui la cultivaient n'avaient ni pas d'écriture, mais elles possédaient une sagesse que nous avons perdue. Dans une terre où la survie signifiait choisir quoi planter en premier, elles ont choisi ce haricot avant le grain, non par sentiment mais pour la survie. C'est le haricot tepari, scientifiquement connu sous le nom de Phaseolus acutifolius. Il a été conçu par l'évolution dans un seul but, vivre là où rien d'autre ne le pouvait. Son génome est une forteresse. Il produit des acides aminés spéciaux qui empêchent ses protéines de se dégrader, même lorsque la température de l'air atteint 48 degrés Celsius. Lorsque les pluies font défaut, ses feuilles se replient pendant la journée pour économiser l'eau, ne s'ouvrant que la nuit. Il fixe l'azote de l'air, guérissant les sols morts. Et il produit plus de protéines par once que le bœuf, jusqu'à 25 grammes pour 100 grammes de haricots. Le peuple Tohono l'appelait tapawi. C'est simplement un haricot. Mais leur tradition orale raconte une histoire plus profonde. Ils disent que la Voie lactée n'est pas faite d'étoiles. Elle est faite de haricots tepari blancs dispersés dans le ciel nocturne. C'est à quel point il était abondant. Il y a 1000 ans, le peuple Hohokam le cultivait dans toute l'Arizona en utilisant une méthode qui défie la logique moderne. Il les plantait dans des ahas, des lits de cours d'eau asséchés qui inondaient brièvement pendant les pluies de mousson. Il construisait des structures de dérivation en broussailles pour capter les crues subites. Les haricots germaient avec une seule pluie et mûrissaient en seulement 60 jours. 2 pluies de mousson, une récolte complète. Dans des régions où les précipitations annuelles n'étaient que de 7,6 cm, le haricot tepari produisait toujours. Dans les années 1920, les agriculteurs Tohono O'odham produisaient 1,5 million de livres de haricots tepari par an. Ils les échangeaient dans tout le sud-ouest, un réseau reliant l'Arizona, la Sonora et les Grandes Plaines. Ce haricot a soutenu des communautés entières à travers la sécheresse, la famine, une chaleur impossible, et il les a maintenus en bonne santé. Avant l'arrivée des aliments transformés, les Tohono O'odham n'avaient pratiquement aucune incidence de diabète de type 2. Leur régime alimentaire traditionnel, composé de haricots tepari, de gousses de mesquite et de bourgeons de cholla, maintenait naturellement un cholestérol sain et une glycémie équilibrée. Le haricot tepari était essentiel. Sa fibre soluble ralentissait la digestion. Son faible indice glycémique le rendait idéal pour la santé métabolique. La recherche moderne confirmerait plus tard quelque chose d'extraordinaire. Les haricots tepari contiennent des inhibiteurs de protéases qui inhibent la croissance de certaines cellules cancéreuses. Ce n'était pas seulement de la nourriture, c'était de la médecine préventive poussant librement dans le sable. Alors, comment une culture aussi puissante a-t-elle disparu? Ce n'est pas la nature qui l'a tuée, c'était l'idéologie. Le premier coup fut porté au XVIIe siècle. Les frères franciscains espagnols établirent des dizaines de missions le long du Rio Grande. Leur objectif était triple, convertir les indigènes, pacifier la terre et en extraire les ressources.
Les missions apportèrent du blé, de l'orge et du bétail européen. Il fut dit aux agriculteurs indigènes de planter du blé pour les dîmes de l'Église, les haricots tépari, sauvages, incontrôlables, ne nécessitant aucune intervention européenne, n'avaient nié pas leur place dans ce système. Un journal jésuite de 1694 décrivit la culture comme trop sauvage pour être contrôlée. Cette phrase dit tout. Une plante qui poussait sans irrigation, sans propriété, sans dépendance, était une menace pour l'ordre colonial. Les champs de haricots tépari furent remplacés ou brûlés. L'ironie est tragique. Ces cultures européennes échouèrent pendant les longues sécheresses, tandis que le tépari aurait pu les maintenir en vie. Mais le haricot, comme le mesquite, ne se rend pas facilement. Les graines restèrent enfouies dans le sol, dormant pendant des siècles, attendant leur tour de ressurgir. Dans les années 1930, un nouvel effacement commença. Cette fois, l'arme n'était ni le feu, ni la religion. C'était la mécanisation. Les années 1920 avaient été un âge d'or de la culture. Mais la Seconde Guerre mondiale changea le paysage. Les agriculteurs partirent à travailler pour des salaires dans de grandes exploitations de coton, alimentées par l'irrigation par puits. Ces nouvelles exploitations fonctionnaient avec des machines, des moissonneuses-batteuses, des tracteurs et la monoculture industrielle. Les haricots tépari demandaient beaucoup de main-d'œuvre. Leurs gousses mûrissaient à des moments différents et devaient être cueillies à la main. Si l'on attendait trop longtemps, les gousses éclataient, répandant les haricots sur le sol. Un mécanisme de survie pour la plante sauvage, mais un cauchemar pour la machine. Dans un système conçu pour la vitesse et l'uniformité, le tépari n'avait pas sa place. Les subventions gouvernementales affluaient vers le maïs, le soja et le coton, des cultures qui nourrissaient le bétail, pas les gens. Dans les années 1950, le haricot tépari était presque éteint. Une culture qui avait soutenu 5000 ans de civilisation disparut en 2 décennies. Mais une poignée de familles refusa d'oublier. Ramona Button, de Ramona Farms, découvrit quelques haricots tépari, noirs conservés dans une vieille malle. Des graines qui auraient dû être perdues furent gardées comme des objets de famille, cachés dans des jarres d'argile, dissimulés dans des sous-sols, transmises avec des instructions chuchotées. Le haricot attendait que le monde en ait à nouveau besoin. Ce moment arriva dans les années 1970. Les sécheresses mondiales frappèrent durement. Les rendements de soja chutèrent. Le maïs lutta pour polliniser sous une chaleur implacable. Même le blé, la culture coloniale qui avait remplacé le tépari, montra des faiblesses sous le soleil de 43 degrés Celsius. Les agriculteurs du sud-ouest américain étaient désespérés. Les chercheurs agricoles commencèrent à tester des plantes sauvages qui prospéraient encore dans les sols désertiques. Ce qu'ils trouvèrent surprit tout le monde. Une vigne aux petites fleurs blanches poussant fort à 46 degrés Celsius. Ils la testèrent sur des parcelles près de Tucson et de Sonora. Même avec presque aucune irrigation, elle produisit une récolte complète. La plante était le haricot tépari, vivant et bien portant après 4 siècles d'effacement. Les scientifiques mesurèrent les niveaux d'azote dans le sol après la récolte. Ils étaient plus élevés qu'avant la plantation. La plante a littéralement guéri la terre dans laquelle elle avait la poussée. Un chercheur de l'USDA, nommé Dr Howard Scott, l'a qualifié de cadeau du passé pour l'avenir. Ils l'ont comparé au soja. Le tépari donnait 20 à 25% de protéines, résistait naturellement aux parasites et nécessitait un tiers de l'eau. Ce n'était pas une relique, c'était un survivant conçu pour les extrêmes. Mais la survie seule ne garantit pas un retour. Le tépari avait tout ce que la grande agriculture prétendait vouloir. Un rendement élevé, une résistance à la sécheresse, une récupération naturelle du sol. Mais il y avait un problème. Il refusait d'appartenir à qui que ce soit. On ne pouvait pas le breveter. On ne pouvait pas le modifier génétiquement. On ne pouvait pas vendre d'engrais coûteux à côté. Il n'en avait pas besoin. Et cela le rendait invisible dans un système construit autour du contrôle. Les revues agricoles le qualifièrent d'inapproprié pour la production commerciale. Même si les articles de recherche louaient sa robustesse climatique,
En termes plus simples, il n'était pas rentable et le profit battait la survie à chaque fois. Mais quelques personnes refusèrent d'accepter cela. Vers 1996, un groupe communautaire appelé Tohono O'odham Community Action, TOCA, commença à collecter d'anciennes lignées de graines auprès des anciens et dans des jarres de stockage oubliées. Chaque variété avait son propre nom, sa saveur et son histoire. Certaines n'avaient même pas été cultivées depuis plus de 300 ans. Des agriculteurs comme Terald Duo Johnson et Sterling Johnson travaillaient à la main. Pas de machines, pas de produits chimiques, juste le sol du désert et la mémoire. Ils appelaient cela « planter les ancêtres ». Au début des années 2000, ils récoltèrent suffisamment pour nourrir les familles et vendre de petits sacs aux écoles locales. Les haricots apparurent dans des ragoûts traditionnels, des tortillas et du pain. Les anciens disaient que la saveur ressemblait au désert lui-même. Les enfants qui avaient grandi avec des aliments achetés en magasin apprirent à planter, faire tremper et cuisiner les mêmes haricots que leurs arrière-grands-parents transportaient pendant les saisons sèches. Chaque graine représentait la survie. TOCA finit par construire une coopérative alimentaire et s'associa à des universités pour partager des données prouvant que le tépéri pouvait pousser avec 75% moins d'eau que les haricots modernes. Mais la Renaissance allait au-delà de la nourriture. Elle restaura l'identité. Les agriculteurs disaient que le cultiver leur donnait l'impression de se souvenir de qui nous étions avant la sécheresse. Alors que les cultures commençaient à se répandre à nouveau dans le sud-ouest, les scientifiques commencèrent à y prêter attention. Aujourd'hui, les modèles climatiques avertissent que plus de 30% des rendements mondiaux pourraient chuter d'ici 2050 en raison de la hausse des températures. Pourtant, le haricot tépari a déjà traversé des situations bien pires. Il est né de la chaleur dans des champs où le maïs et le soja se flétrissent. Le tépari reste vert, produisant des gousses même à 46 degrés Celsius. Les scientifiques l'appellent maintenant la culture de survie de l'Amérique. En 2019, des essais universitaires en Arizona et au Mexique ont confirmé ce que les agriculteurs du désert savaient depuis toujours. Les haricots tépari utilisaient moins d'un tiers de l'eau des haricots de soja, tout en produisant presque autant de protéines. Cela signifie qu'ils pourraient nourrir des familles là où les précipitations touchent à peine le sol. Le Centre international pour l'agriculture tropicale en Colombie teste actuellement des croisements de tépari et de haricots communs pour conférer une résistance à la sécheresse et à la chaleur aux systèmes alimentaires mondiaux. Cette recherche a confirmé le savoir des agriculteurs. Les gouvernements ont commencé à le tester pour des programmes de sécurité alimentaire. Mais le véritable élan vient des agriculteurs indigènes. Ils le voient comme plus qu'une culture. C'est un pont entre le passé et l'avenir incertain de la planète. Comme l'a dit un ancien chercheur, nous le cultivons parce qu'il se souvient comment vivre quand tout le reste oublie. L'histoire du haricot tépari n'est pas une redécouverte, c'est une reconnaissance. La connaissance n'a jamais été perdue, seulement ignorée. Et maintenant, pendant que le monde dépense des milliards à chercher des graines résistantes à la sécheresse, la réponse attend dans le désert depuis 5000 ans. Le haricot qui s'est drapé de rareté, qui a nourri des armées de chaleur, qui a survécu aux missions, à la mécanisation et à l'effacement des entreprises. Il n'a jamais cessé d'offrir ses dons, il a simplement attendu que nous nous souvenions. Cette connaissance n'est pas perdue, elle est enfouie dans chaque graine, chaque gousse, chaque récolte. La culture que nous appelions arriérée pourrait être l'avenir de la survie. Tout ce qu'elle demande, c'est que nous regardions au-delà du profit et que nous voyions ce qui a toujours été là. La résilience qui pousse dans le sable. Si cette chambre forte vous a ouvert l'esprit, abonnez-vous et activez la cloche. Chaque like et chaque partage aide à préserver cette sagesse. La prochaine chambre forte ouvrira bientôt.